Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver, Valérie Pécresse, bonjour. On a beaucoup de sujets sur la table ce matin et vous avez un livre, donc on va en parler évidemment et mélanger donc le livre, les réflexions que vous faites et l'actualité. Puisqu'on parle beaucoup de fiscalité en ce moment, les déclarations donc de Jean-Marc Ayrault après celles de François Hollande, est-ce qu'il y a vraiment un moyen en France de faire marche arrière toute dans le domaine des impôts? Et malheureusement, il n'y a pas de moyen facile. Aujourd'hui, on a 2000 milliards de dettes annoncées pour 2014. C'est l'explosion. D'ailleurs, François Hollande, qui avait eu des paroles très dures pour le gouvernement précédent, n'endosse pas encore totalement le fait qu'en un an et demi, il aura augmenté de 200 milliards la dette de la France. Donc on a un problème de dette, on a un problème de dépenses Il a signalé publiques. l'autre jour sur TF1, vous vous en souvenez, parce que vous l'avez probablement vu, nous c'est 30 milliards, mais eux, ça s'adressait à vous, c'était 30 milliards aussi, les hausses d'impôts. Non mais alors attendez, il y a deux choses. C'est là où il essaye de décrédibiliser Oui. la droite sur le thème, au fond la droite serait plus vertueuse que la gauche en thème de fiscalité, mais en fait elle a fait exactement la même chose que nous. Oui, la différence, il y a deux différences profondes. La première, c'est que nous avons toujours dit la vérité aux Français. Et je me souviens très bien, puisque j'en parle d'ailleurs dans le livre, je raconte cette période qui était assez dramatique pour nous, qui était la période de la crise de la dette souveraine à l'été 2011, où François Fillon va à la télévision pour dire aux Français, on va être obligé d'augmenter les impôts. On va être obligé d'augmenter les impôts pour tenir nos engagements européens, réduire nos déficits. C'est notre engagement, nous le tiendrons. Nous avons dit la vérité. Et c'était une période de crise abominable. L'euro était en train d'exploser. Donc si vous avez augmenté augmenté les impôts à l'époque, il faut le dire clairement ce matin, c'est pas parce que vous vouliez revenir à une politique fiscale, disons, classique à la française, mais parce qu'il y avait une contrainte européenne. C'est ça le fondement. C'est parce qu'il y avait une crise des dettes souveraines aiguë, avec l'euro qui risquait d'exploser, l'Europe qui risquait de voler en éclats, et que nous devions agir dans l'urgence. Mais, si vous vous souvenez, et je le raconte aussi, en novembre, dès novembre, le deuxième plan de redressement Fillon est de toute autre nature. On fait voter la TVA sociale pour baisser les charges sur les entreprises et créer de l'emploi. On accélère la réforme des retraites en accélérant le report, le nombre de trimestres de cotisation. Donc, si vous voulez, dès novembre, on rectifie le tir pour dire non. On ne continuera pas à augmenter les impôts. On va aller maintenant sur la baisse des dépenses. Pardon, je dis ce mot dépenses parce que c'est le mot crucial. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont augmenté les impôts pour augmenter les dépenses. On a aujourd'hui 22 milliards de dépenses supplémentaires en un an. Non, mais la pause... Attendez, c'est très important. La lexicologie est... baisse les impôts. Oui. On baisse les impôts quand on baissera les dépenses. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et si on est au bord de la révolte fiscale, parce que nous sommes au bord de la révolte fiscale, c'est pour deux raisons. C'est d'abord parce que le gouvernement n'a pas dit la vérité aux Français. L'année dernière, Jean-Marc Ayrault a dit que 90% des Français ne seront pas touchés par la hausse d'impôts. 90% des Français ne seront pas touchés. Et là, on apprend effectivement qu'il y en a 1,5 million qui sont touchés. Mais ça c'est que pour l'impôt sur le revenu. Mais vous l'avez très bien dit, ou M. Tabar, il y a toute une série d'autres impôts qui ont augmenté, pas seulement l'impôt sur le revenu pour les Français. Mais pardonnez-moi d'être précis, parce que justement, votre livre est à la fois des solutions et en même temps, vous revenez sur le passé. Et vous reconnaissez vous-même qu'il y a eu des débats, qu'à un moment, Éric Woerth a failli sauter parce que, à propos de la loi TEPA, il a expliqué à ses collègues et au président de la République qu'il y avait des choses qui étaient impossibles à faire. Donc on est coincé parce qu'on a une montagne de dettes qui n'est pas simplement la gauche et qui est aussi... c'est une sorte de co-responsabilité de l'histoire de France, cette affaire-là. Ce qu'il faut vraiment que les Français... C'est pour là qu'il faut être vraiment honnête. Ce dont il faut que les Français aient vraiment conscience, et ce que les hommes politiques doivent dire s'ils sont profondément honnêtes, c'est que la dépense, aujourd'hui, ça n'est pas raisonnable, ça ne crée pas de croissance. Aujourd'hui, avec l'impôt, on est en train d'asphyxier une croissance qui frémit et qui repart dans le monde et qui vient toucher la France. On devrait amplifier notre effort pour dynamiser cette croissance, et on l'asphyxie avec de l'impôt. Des scandales, ça fait des années, je dis encore gauche-droite, qu'on apprend qu'il y a des dépenses publiques trop importantes dans un certain nombre de secteurs. Mais vous, ce matin, qui avez été ministre du Budget, imaginons que nous soyons tous les deux avec une feuille blanche. Où est le vrai scandale français en matière de dépenses? Parce que si on en donne 50, c'est comme si on disait rien. Non, monsieur Durand, il faut en donner 50 parce qu'on ne pourra pas demander des efforts. Mais de temps en temps, c'est les collectivités locales. Mais oui, mais on ne pourra pas demander des efforts. Et je vais venir au concret, mais on ne pourra pas demander des efforts à une seule catégorie de Français, ça n'est pas possible. Là, dans mon livre, je liste des séries de réformes pour 70 milliards à peu près. Donc, vous voyez, on n'en est pas encore aux 120 milliards que propose l'UMP pour la baisse des impôts. 70 milliards. La fusion des départements et des régions. L'application d'une... Proposée par le rapport Attali, tout ça a disparu.
Ben oui, mais... C'était quand même à l'époque de Nicolas Mais Sarkozy. j'explique pourquoi on ne l'a pas fait. J'explique pourquoi on n'a pas réussi à le faire. La pression des élus, le risque de perte du Sénat. Il faut fusionner le département et la région. La question du temps de travail, notamment dans la fonction publique, doit être posée. Il faut qu'on ait un accord. Les 35 heures, vous ne l'avez pas fait non plus. Mais non, on ne l'a pas fait. Et j'explique pourquoi. Au dernier moment, mais c'est pour ça que la gauche va vous tomber dessus. Parce que maintenant, vous leur dites, ouais, il faut supprimer les 35 heures, il faut une règle d'or fiscale, il faut arrêter de dépenser à tout va. Mais c'est normal, puisque c'est la politique qui se retourne vers vous comme moi. Il ne faut pas augmenter les dépenses sociales plus que la croissance. Il ne faut pas augmenter les dépenses sociales plus que la croissance. Quand on augmente les dépenses sociales plus que la croissance, plus que ce qu'on crée de richesses, eh bien à ce moment-là, on se retrouve avec de la dette. J'ai plein de petites questions, mais puisque c'est important sur ces questions-là de prendre une certaine forme de profondeur historique. Bien sûr, mais c'est ce que j'essaye de faire. Oui, mais tout à fait. Vous racontez en 2007 une réunion en Corse avec Sarkozy et Fillon se préparant justement à l'accession au pouvoir, et vous les décrivez comme deux loups, en gros, qui sont prêts à réformer la France, quoi qu'il arrive et quel que soit... Alors, disons-le carrément, la casse sociale. Question historique. Ils sont prêts à être brûlés en effigie. Voilà. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Et que maintenant, ils reprochent ça à Hollande, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? C'est pour ça qu'il faut faire un inventaire utile du quinquennat. On ne l'a pas fait parce qu'il y avait plusieurs raisons. La première, la violence paralysante de la société française. La rue qui nous maintient toujours sous la menace. La rue de 95, la rue de 68, la rue... Oui, la rue de 68, la rue de 95. C'est l'histoire de France. Non, mais la rue de la réforme de l'université, la rue de la réforme des retraites, la rue de la réforme du lycée. Je croyais que c'était le duo le plus courageux du monde. Oui, mais on a tenu dans un certain nombre de domaines et dans d'autres, on a reculé. On a tenu sur l'université, sur les retraites, on a reculé sur le lycée. Voilà, donc il y a la paralysie de la rue. On oublie l'international parce que vous en avez déjà parlé. Il y a le dialogue social qui aujourd'hui n'est pas suffisamment constructif. On a un jeu de rôle, en permanence. Ça a marché récemment. Ça a marché, ça n'a pas marché. L'accord national interprofessionnel qui a été signé avec la gauche, nous avions essayé de le négocier avant les élections, et pour des raisons politiques, et je l'explique, et on le dit, et les syndicats nous le disent quasiment en face. Parce qu'ils ne souhaitaient pas la victoire de Nicolas Sarkozy, ils ont refusé de négocier l'accord. Et donc, tout ça, le dialogue social. Une troisième chose, le manque d'alliés. La France silencieuse ne s'exprime jamais sur ces sujets. La France silencieuse, qui est convaincue de la nécessité des réformes, qui est convaincue qu'il va falloir travailler plus, dépenser moins, fusionner les départements, réformer le bac et le lycée, réformer la formation professionnelle, cette France-là, il faut qu'elle s'exprime. Vous n'avez jamais organisé des manifestations de Français silencieux? Mais pas forcément des manifestations, mais grâce aux réseaux sociaux, on est en train aujourd'hui de pouvoir coaliser des personnes qui ne s'exprimaient pas. On l'a vu dans la réforme de l'université. Je lis votre livre avec intérêt, et en plus j'en parle dans un entretien politique qui n'est pas forcément un entretien de promotion. Mais donc, je trouve que vous n'allez pas assez loin sur l'autocritique. Parce que ça, vous dites d'ailleurs au début, c'est le manque d'audace. Ils auraient pu, pardonnez-moi, mais ils ont eu peur politiquement et ils ne l'ont pas fait. Vous savez, quand il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Et moi, j'aime bien quand on me dit, vous n'avez pas été assez courageux. On n'a pas été assez courageux. Vous l'écrivez, c'est pas moi. Je l'écris sur un sujet qui est celui de la compétitivité de l'économie et sur celui de la TVA sociale et des 35 heures, parce que je pense que là, on n'aurait pas mis la France nécessairement dans la rue et on aurait réduit le problème du chômage et de la compétitivité de l'économie, qui est un problème absolument crucial auquel il faut qu'on s'attaque résolument et en disant la vérité. Un mot sur le duo Hollande-Hérault, parce que vous n'avez pas été assez précise. Est-ce que vous pensez que c'est simplement une erreur de communication ou c'est une sorte de pataquès fiscale qui n'est pas réglée? Ça, c'est le point numéro 1. Et après, il va falloir qu'on parle de la situation de l'UMP, car vous n'allez pas sortir de ce studio aussi tranquille. Le problème du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'ils essayent de dissimuler la vérité par toute une série d'artifices. Et les tours de passe-passe, ça ne marche pas. La pause fiscale, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'il va y avoir 12 milliards. Il va y avoir oui, mais en 2014, il va y avoir 12 milliards d'euros d'impôts de plus sur les ménages. La pause fiscale n'existe pas. C'est pas les riches qui vont payer, contrairement à ce qu'ils ont dit, puisque on voit bien aujourd'hui qu'avec la défiscalisation des heures supplémentaires et la baisse du quotient familial, c'est en réalité les familles nombreuses et les salariés qui font des heures supplémentaires qui rentrent dans le barème de l'impôt sur le revenu. 1 200 000 nouveaux contribuables. C'est pas un problème de communication, c'est un problème de mystification. Mais bien entendu. C'est une question que je vous pose. Parce que il y a une forme de dissimulation qui génère une perte de confiance. Et c'est le fondement du pacte républicain, vous savez, c'est très grave. Le consentement à l'impôt, c'est le fondement du pacte républicain. La révolte fiscale, c'est un moment où le pacte social se délite. Et je vous le dis, travail dissimulé,
délocalisation, évasion fiscale, ce sont des Mais là, mots extraordinairement délétères pour la société française. Il y a 30 milliards de TVA qui ont disparu. Donc, mais bien entendu, mais ça on le savait. Et des emplois à domicile qui se détruisent, avec des personnes très fragiles qui partent au chômage, ou alors en travail dissimulé. Et alors, parce que j'essaie évidemment de caser une question. Donc, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que vous racontez votre itinéraire, qui est celle d'une fille de gaulliste, de résistant, qui a voulu refuser à la fois le Front National et donc les 35 heures de la gauche. Question, Nicolas Sarkozy réapparaît, c'est ma dernière question, il nous reste 1 minute. Est-ce que vous ne considérez pas qu'à un moment ou à un autre, il va falloir très vite, parce que je cite sa phrase, peut-être avant 2015, un jour il faudra que je dise quelque chose, qu'il faudrait très vite que quelque chose se règle dans le domaine de leadership de l'UMP, en tout cas de l'opposition, autrement vous allez au casse-pipe? Mais la question du leadership, on la réglera en temps et heure. Aujourd'hui, on ne va pas geler l'UMP en attendant que la question du leadership soit réglée. Donc ils vont se tirer dessus toute la journée. Non, aujourd'hui, on doit mettre toute notre énergie dans les propositions. C'est pour ça que je propose une règle d'or de stabilité fiscale pendant 5 ans. C'est pour ça que je propose qu'on remette sur la table toute une série de réformes. Moi, je vous parle Sarkozy, Fillon, Copé. Qu'on augmente les salaires. Qui est le boss? Sarkozy, Fillon ou Copé? Le leadership, on ne l'a pas tranché. On ne l'a pas tranché. Vous parlez des grandes démocraties. En Grande-Bretagne, par exemple, vous avez un leader de l'opposition, un leader de la majorité, qui est le Premier ministre. Pourquoi il n'y a pas ça en France? Ils sont cachés, il y en a un qui n'est pas là. Le moment viendra, Monsieur Durand. Vous savez bien que nous aurons une primaire et que nous aurons un candidat. Mais il n'en veut pas, Nicolas Sarkozy. Eh bien, tous les partisans de Nicolas Sarkozy... C'est les statuts. Donc il sera obligé d'y aller. Il y aura des primaires, nous choisirons notre leader, et ce leader sera notre chef. Donc ça ne peut pas être Sarkozy. Mais, chef, pourquoi faire? Et qu'est-ce qui prouve aux Français qui fera les réformes nécessaires? Eh bien, moi, je veux qu'on ait le débat sur le fond, sur les réformes nécessaires, et qu'ensuite, notre candidat les porte. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'être venue ce matin. Vous apprendrez qu'elle parle russe, mais ça vous le saviez, et qu'elle est allée dans un camp bizarre pour parler de Boris Pasternak avec justement des jeunes communistes, mais c'était il y a longtemps. Enfin, un camp bizarre, un camp communiste. Je ne sais pas, il vous paraît peut-être bizarre. Non, mais pas du tout. Mais chez les soviétiques, il n'était pas bizarre. Non, mais bizarre compte tenu de l'itinéraire peut-être et de l'image qui est la vôtre. Merci d'être venu ce matin. Nous allons enchaîner évidemment avec LCI et avec Radio Classique où nous allons retrouver Sophie.